cet entretien qui est présenté par les Ateliers de l'œuvrement, un collectif de recherche création de l'Université du Québec à Rimouski. Je m'appelle Anne-Marie Michaud, je suis professeure en didactique des arts à l'UQAR Campus Lévis et membre des Ateliers de l'œuvrement. Donc, il me fait grand plaisir d'accueillir une grande chercheure dans le domaine de la création et la formation artistique, soit Madame Francine Chénier, professeure, chercheur en enseignement des arts dramatiques à l'Université Laval depuis 1991. Donc, bonjour Francine. Bonjour Anne-Marie. C'est Merci vraiment... de l'accueil. Bien, ça fait plaisir. C'est vraiment très agréable de te recevoir ici, puisque tu m'as accompagnée à travers mes études à la maîtrise, puis même tout récemment, tu as été ma directrice dans le cadre de mes études doctorales. Donc, on se connaît. Une grande aventure qu'on a vécue ensemble, Anne-Marie. Oui, C'est très vraiment. beau. Puis on peut dire qu'on se connaît un petit peu. Donc, un petit peu. Donc, on se connaît vraiment très bien. Mais il en demeure que c'est vraiment un privilège pour moi de t'accueillir puis d'avoir cette opportunité d'échanger dans un cadre un petit peu plus formel. Donc, merci beaucoup de te prêter au jeu de l'entrevue. Ça me fait plaisir. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute d'une part de ton parcours en art qui est, ben, à mon avis, assez singulier, ainsi que tes débuts comme chercheur dans le domaine des arts, et plus précisément en art dramatique. D'autre part, j'aimerais qu'on aborde la recherche en enseignement des arts, les méthodologies de recherche qui sont utilisées, que tu as utilisées, notamment l'auto-ethnographie, ainsi que des notions importantes dans ta recherche, dans le travail que tu as fait, soit les notions d'artiste pédagogue et la notion d'accompagnement en création. Donc, ça te va? Ah oui, tout à fait. C'est un honneur de participer à ce projet. Merci. Ah, bon, ben, génial. Bien, question de se réchauffer un peu, là, je vais te lancer une question un petit peu, je sais pas, pour te connaître un peu, puis pour nous lancer dans ton parcours artistique. J'aimerais savoir quel a été ton premier, je pourrais dire, émoi artistique. Donc, le moment là, qui est arrivé peut-être dans ton enfance, peut-être à l'adolescence, peut-être à l'âge adulte, je ne sais pas, qui t'a vraiment marqué puis qui t'a fait dire les arts, c'est ma voie. Quelle question. J'ai cherché et ça s'est imposé. J'en ai un. J'étais, au début de l'adolescence, j'avais des cours probablement à l'école primaire ou secondaire, qui était la même école, en art plastique. J'ai comme l'impression que c'était des cours du samedi que je suivais. Oui, c'était la fin de semaine, c'était samedi. Et la prof qui nous enseignait a organisé un voyage, j'habitais Trois-Rivières, un voyage au Musée des Beaux-Arts à Montréal, en autobus. Et je n'y étais jamais allée. Et là, il y avait une exposition de Paul-Émile Bordua. Je me rappelle très bien d'avoir été devant une toile de Paul-Émile Bordua. C'est les tableaux qui étaient des années 50, puis il y avait des fonds blancs faits à la spatule avec des fonds, avec du noir. Ouais. J'avais associé ça à l'époque à des peaux de vache, mais je voir. ne comprenais pas ce que je voyais. Sauf que je me rappelle d'avoir eu vraiment un émoi, comme tu dis. Je n'en revenais pas tellement que ça me bouleversait, mais sans comprendre, je le subissais. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et à partir de ce moment-là, il faut croire que j'étais déjà sur les rails des arts plastiques, mais je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
Fait que c'était mon premier émoi, puis j'étais vraiment contente. Et ça m'a encore marqué. J'étais sûrement une préadolescente. OK. Ah, c'est bien. Mais je sais très bien c'est quoi les tableaux dont tu parles au Musée Oh, des oui. Beaux-Arts de Montréal, dans la collection. Mais j'étais curieuse de t'entendre parce que tu as eu une pratique artistique pendant près de 20 ans, active. Et ce qui est particulier, ben, à mon sens, c'est que tu as œuvré en art visuel et en art dramatique. Donc là, je me demandais si tu allais nous parler d'un émoi qui est relié plus au théâtre ou aux arts plastiques. Donc, mais là, je vois que qu'est-ce qui t'a placé sur un souvenir, c'est vraiment relié aux arts visuels. Donc, j'aimerais que tu nous racontes comment tu as œuvré dans les deux disciplines, comment tu es allé de l'une à l'autre. C'est ça. Pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, c'est comme s'il faut en faire comme une trajectoire. J'ai définitivement, à ce moment-là, étant jeune adolescente, mon seul désir, c'était d'aller en art plastique. Vraiment. C'est la seule chose que je voulais. Je connaissais pas grand-chose des arts sauf ça, parce que j'avais suivi aussi avec un artiste de la région, des cours du samedi, tout ça. Alors, je me suis inscrite, finissant mon secondaire, je me suis inscrite en art plastique au Cégep à Trois-Rivières. Et puis, j'ai étudié en art plastique en création à l'Université Laval parce que à l'école d'art visuel à l'époque, qui est devenue l'école d'art, parce que mon cégep était associé à l'Université Laval. Donc, c'était plus simple de faire ça. Et moi, je suis allée là. Donc, pendant mes études, ma pratique a été axée sur la sculpture, des œuvres installatives et performatives. C'était le début. Dans le début des années 70, il y avait quand même beaucoup de performances. Alors, j'avais un travail qui était axé là-dessus. Donc, il y avait déjà une part de moi qui, spontanément, était centrée vers une sorte de théâtralité. Okay? J'allais dire tout sauf le texte, mais vraiment, je créais des œuvres où il pouvait y avoir des interventions où je pouvais me mettre en scène aussi. Par la suite, à la fin de mes études, avec un de mes collègues, on a mis sur pied un théâtre de marionnettes. Parce qu'on s'est dit, tiens, on va faire des sculptures populaires qu'on va animer. Alors, pendant 4-5 ans, j'ai fait ça. Et pour survivre aussi, on animait des ateliers de marionnettes. Et par hasard, en tout cas, j'ai écrit un article dans Vie pédagogique sur cet art-là. Et ça a été vraiment un tournant parce que une chargée de cours de la faculté d'éducation de l'Université Laval l'a lu, en a pris connaissance et m'a invité à donner 3 heures de cours à des maîtres en exercice parce qu'elle donnait un cours multi-art. J'y suis allée. Puis c'est à partir de ça que j'ai commencé à être, par la suite d'elle, de donner des cours à la faculté d'éducation. On est toujours dans les années 70. Alors, après ça, je suis allée, j'ai eu un temps d'arrêt de contrat. Je suis allée 1 an à Paris étudier avec Étienne Decroux l'art du mime. Mais c'était plaisant, mais bon, c'était sans trop de lendemain, mais c'était un travail qui était corporel. Donc, ça devenait vraiment... ça articulait mon travail. J'avais arrêté le travail marionnettique à ce moment-là. En revenant de Paris, j'avais un contrat avec un groupe de recherche à l'Université Laval, à la faculté d'éducation. C'était le PPMF, Perfectionnement pour les maîtres en français. Et on m'avait invité à y participer. J'y suis allée. J'y ai contribué 3 ans. J'étais comme... il y avait un groupe, c'était sur le français au primaire. Et on était dans une école pendant 3 ans, toute une équipe, des gens en décimologie, moi, j'étais en oral. On me disait, à travers les marionnettes et le jeu dramatique, tu pourrais les faire parler. On pourrait développer l'oral. Donc, c'était un lieu extraordinaire. Mais très vite, rendu à la 2e année, je me suis aperçue que les connaissances que j'avais étaient intuitives.
Alors, je me suis inscrite à une maîtrise à l'Université de Montréal, une maîtrise en éducation expression dramatique. Et là, j'ai fait mes classes. C'était une maîtrise qui était axée à la fois sur la pratique et la théorie. C'était fascinant et ça m'a vraiment bien ancré dans mon domaine. Au même moment, vers la fin de la maîtrise, il y avait des programmes d'études qui passaient, qui devenaient des programmes d'art. Donc, j'ai contribué au programme d'art dramatique par une banque d'ateliers. Bon, on m'a invité. Mais finalement, je continuais tout le temps à faire des performances et des choses comme ça dans mon travail, surtout un travail performatif. Ce que j'ai découvert par cette maîtrise-là que j'ai faite, c'est le pouvoir de la prise de parole sur la pratique. C'est-à-dire, on nous demandait, après avoir eu un atelier d'improvisation, d'en parler, d'en rendre compte et d'écrire aussi là-dessus. Et ça a été formidable parce que je me suis aperçue que, mon Dieu, j'avais quelque chose à dire sur cette expérience-là, même si elle ne visait pas un objet comme un objet d'art, elle était plus évanescente parce que c'était plus expressif. Mais bon, tout ça pour dire que ça m'a ouvert le cœur à cette prise de parole et ça m'a fait réaliser que dès que j'ai fait mon bac en art plastique, en art visuel, j'avais des cahiers, je prenais des notes. Donc, cette prise de notes, cette réflexion sur l'expérience, parce que j'avais des pratiques très éphémères, j'en prenais tout le temps. J'avais toujours fait ça depuis le début. Par la suite, j'ai eu comme un petit trou de contrat et j'ai fait une maîtrise en art visuel pour questionner à l'UQAM, pour questionner mon travail performatif. Une deuxième maîtrise qui permettait de faire la boucle sur mon travail, qui questionnait ma présence réelle dans mon œuvre comme performeuse et finalement, je m'en suis extraite pour faire des installations vidéo. Et encore là, il y a eu comment on dit, mon mémoire était une œuvre, c'était une installation vidéo où j'étais dans la vidéo et il fallait rendre compte du processus de création dans un texte. Donc, depuis le tout début de mes tout premiers moments de faire de l'art, ben, j'ai écrit sur l'art, puis j'ai fait les deux. Et ça, j'ai fait les deux jusque vers 1995. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, parce que c'est ça, j'étais prof. Alors, c'est comme ça que j'ai pu arrimer mes deux pratiques. Il fallait bien que j'en parle. Il fallait bien que je dise aux autres comment ça se fait que je faisais ça. Puis à moi aussi. C'est quand même particulier à cause que ces deux disciplines-là, ça s'est développé en parallèle, puis clairement, ça s'est croisé. Moi, j'ai nommé ça, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'était comme une dualité, mais je ne sais pas, peut-être tu ne le vis pas nécessairement. Non, mais comme je faisais un travail de performatif, il y avait quelque chose où j'étais là. Tu sais. Puis en art dramatique, on est là aussi. On pratique le jeu. Donc, c'était pas loin. Il y avait quelque chose de pas si loin entre les deux. En tout cas, ça pouvait se raconter. Ça pouvait s'expliquer parce qu'on me le demandait. Mais je trouve ça intéressant parce que par la suite, tu es devenu professeur, chercheur en enseignement des arts dramatiques dans une école d'art où la prédominance était de l'enseignement des arts visuels. Tu as enseigné en arts visuels, tu as enseigné en arts dramatiques. Donc, ce champ de chassé-croisé est resté là. Puis, je ne sais pas, ça m'amène, je ne sais pas, de vouloir te poser une question, c'est comment ce bagage-là en performance, donc qui est quand même plus arrimé aux arts visuels, puis comment ça a teinté ton rapport donc à l'art dramatique, à l'enseignement des arts dramatiques, puis parallèlement, comment le bagage que tu as acquis à travers les années en art dramatique, en théâtre, comment c'est venu nourrir donc ton approche lorsque tu enseignais les arts visuels? Mais, comme je te le disais, c'était pas loin. Mais ça va l'air tellement à l'opposé parce que mes études en art dramatique étaient en éducation. Il faut vraiment faire le point là-dessus. C'était en enseignement,
Donc, et puis j'étais déjà chargée de cours. Je donnais des cours dans ce domaine-là. Et donc, je donnais des cours sur le jeu, je donnais des cours sur l'improvisation, je donnais des cours sur l'animation d'ateliers. Donc, tu vois, je faisais ces choses-là. Bien sûr, mes préoccupations très tôt dans l'élaboration d'ateliers, quand j'étais à la maîtrise et au doctorat, j'avais tendance à élaborer des ateliers ou des leçons, ou peu importe, qui liaient les objets, qu'il y ait beaucoup des objets dans l'action, qui devenaient des supports au jeu. Donc, c'était ma façon de ne pas perdre de vue l'objet en art visuel d'une certaine façon. Je m'y plaisais beaucoup, j'aimais beaucoup ça, malgré que j'ai eu un coup de cœur pour la rétroaction, dont j'ai fait aussi le sujet de ma thèse de doctorat. Mais au fond, c'est des scènes, hein? La scène de la performance, puis la scène de l'enseignement. Je veux juste noter que la plupart des cours que j'ai donnés dans ma carrière, dans différentes universités et à l'Université Laval, c'était en enseignement de l'art dramatique. J'ai donné aussi des séminaires à la maîtrise en création, qui étaient plus à caractère méthodologique. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Mais l'ensemble des cours les plus importants, ça a été en enseignement de l'art dramatique pour former des futurs enseignants au primaire et au secondaire. Parce qu'il y avait à l'école des arts visuels, au bac en enseignement, il y avait un volet complémentaire à l'enseignement des arts plastiques qui était le volet enseignement de l'art dramatique. Même que pendant un certain temps, le volet art dramatique durait une année ou presque, et il y avait un stage avec les renouvellements, la mise à niveau des programmes, surtout dans le passage de 3 à 4 ans. On a un peu diminué, on a enlevé le stage comme tel et tout ça. Donc, c'est comme ça. Puis, je suis revenue à mes premières amours. Je suis allée à l'école où j'avais étudié. Pas en enseignement, mais en art cette fois-là. C'est pas banal. Pour ce qui est un peu plus de la recherche, quel enjeu ou, si on veut, des objectifs t'habitaient lorsque tu as débuté comme chercheur en enseignement des arts il y a de ça 35 ans environ? Eh oui. Quand je suis arrivée à l'école d'art en 91, j'avais vraiment deux pratiques. J'avais deux axes de recherche. Je continuais à faire des performances, des installations vidéo, et j'avais aussi la recherche en enseignement de l'art dramatique au niveau de la formation. Il faut dire qu'à l'école d'art, à l'époque, notre charge d'enseignement était assez lourde. Les professeurs donnaient 6 cours année. J'ai dû faire ça pendant 10 ans. C'était comme ça, pour toutes sortes de raisons. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas maintenant, qui est devenu des charges d'enseignement plus normales, à savoir 4 par année. Alors, à un moment donné, je me suis aperçue que c'était assez lourd de mener tout ça de front. Puis, j'ai eu l'impression assez vite, après quelques années, d'être prof, de faire les choses à moitié, de ne pas creuser assez, d'effleurer, et ça devenait un peu frustrant. Fait que, me rappelant ce pourquoi j'avais été engagée, un poste un peu comme le tien à l'UQAR, c'était enseignement des arts dramatiques. Et c'est sur ce point-là que je serais évaluée en vue d'une permanence. Alors, je me suis un peu... j'ai réorienté mon travail. J'ai cessé de faire des œuvres. Ça s'imposait parce que je manquais de temps et tout ça. Et bien que ça a été difficile, ça a été un choix formidable. Parce que, bon, j'en ai eu pour 1 an, là, à être un peu tristounette. Mais très vite, je me suis impliquée davantage dans des milieux en théâtre ou en art dramatique. J'ai pu faire des communications, initier des projets,
organiser des colloques, donc prendre la parole et faire partie d'un milieu. Puis ce que j'ai aimé, c'est que ça a été beaucoup plus organique entre ce que je cherchais, ce que je faisais comme recherche, et la classe, qui devenait vraiment, que j'ai souvent considéré la classe comme un laboratoire, un lieu qui me permettait de réfléchir. Donc, c'était une vie moins écartelée et plus concentrée. Donc, c'est devenu extrêmement intéressant. Et puis, tranquillement, progressivement, je me suis intéressée aux projets que je faisais, qui sont devenus comme des lieux de création, autant que je considérais comme tels, autant que ce que je faisais dans un atelier, par exemple. Puis, justement, ça a été quoi les projets de recherche qui ont été peut-être plus fondateurs pour toi, qui t'ont permis vraiment de t'établir là, comme chercheur en enseignement Je serais dit, oui, c'est les trois premiers. Okay. Les trois premiers ont été le fondement de ma vie de chercheur. Okay. Donc, c'est de 1992 à peu près, 93, jusqu'à 2010. Le dernier a commencé en 2005. Le premier, c'était un projet que j'ai initié avec deux collègues de Rimouski qui étaient à la commission scolaire La Neigette, que je connaissais, qui avaient fait des cours avec moi à l'Université de Montréal. Puis elles étaient profs au préscolaire. Puis elles étaient très attentives à l'art. Elles aimaient beaucoup ça, les arts plastiques puis l'art dramatique. Alors, ce que je leur ai proposé, c'est de faire des ateliers où, par exemple, les arts plastiques devenaient un support au jeu et le jeu devenait un support à une réalisation, une création en arts plastiques avec les petits du préscolaire. Ça a été 2 ans de pur bonheur. J'allais en classe et c'était déjà une approche ethnographique parce qu'elles m'observaient travailler et je les observais travailler. Parfois, c'était moi qui écrivais les ateliers et je leur donnais et je les observais. Et parfois, c'était le contraire. Donc, il y avait beaucoup d'échanges, d'entretiens. Il y avait beaucoup de réflexions pour arrimer des ateliers que je faisais dans les deux classes séparément pour qu'ils soient comme plus organiques, qu'ils se tiennent et tout ça. Et ça a été extraordinaire. On a même abouti, en faisant les deux, à cette école-là, à faire une exposition du prêt d'œuvres d'art du Musée du Québec. Le Musée du Québec est venu avec des œuvres, puis ils ont laissé là pendant 3 semaines. Puis on a fait des ateliers autour des vraies œuvres qui étaient là. Ça, c'est le premier projet qui a été vraiment à caractère ludique, puis qui a été sur le terrain, dans la classe. Le deuxième, ça a été une demande que j'ai eue du Musée du Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec maintenant, qui m'a demandé où j'étais déjà intervenue précédemment dans d'autres projets, qui m'ont demandé de faire une création théâtrale sur la couleur. Donc, avec 3 étudiants, on a fait une création autour de la couleur, une pièce de théâtre. Et puis, dont j'ai fait le texte, la mise en scène, nanana. Et puis, eux, ils ont joué tout un été au musée. C'était une pièce pour la famille, pour la jeunesse aussi. Donc, il y avait un caractère pédagogique là-dedans. Il y avait aussi un souci de distraire, d'amuser, pas juste se prendre la tête, là. C'était plaisant. Puis, c'était avec des étudiants du bac en enseignement que j'ai pu réaliser ça pour mon grand bonheur. Le troisième projet fondateur, ça a été le projet sur les trajectoires d'adolescents dans des concentrations artistiques. Ça, c'est un projet CRSH que j'ai eu la chance de faire avec Mariette Théberge, qui est professeure à l'Université d'Ottawa. Alors, on avait 2 terrains. On avait le Québec et on avait l'Ontario francophone. On était dans des classes différentes. Et c'est là que j'ai découvert c'était quoi être un ethnographe, une approche ethnographique, de regarder les jeunes en action pendant un processus de création. Et j'étais là pendant plus qu'une session,
presque 2, à les observer, à les regarder. J'avais plusieurs classes et à faire des entretiens avec eux, avec leurs enseignants. Et j'ai redécouvert ce que c'était l'art dramatique, sa complexité, qu'est-ce que c'était un prof aussi, puis qu'est-ce qu'on leur demandait. Ça a changé ma vie de prof à partir de ça. J'ai pu être à même de demander des choses incongrues à mes étudiants. C'est-à-dire que j'ai été capable de décliner de différentes façons l'enseignement pour leur dire, puis d'augmenter mon accompagnement. Donc, j'ai réappris ce que c'était ma discipline artistique. Et c'était un pur bonheur. C'est les 3 projets qui ont marqué qui me marquent encore aujourd'hui. Il y en a eu bien d'autres après. Je trouve ça intéressant de voir quand même la présence des arts visuels, des arts plastiques, puis de l'art dramatique dans 2 de ces projets-là. Puis dans le dernier projet dont tu nous parles, tu parles de méthodologie. Puis moi, qui te connais bien, je sais que tu as comme un intérêt pour différentes méthodologies, donc en enseignement des arts, puis tu en as exploré comme vraiment plusieurs. Oui. Donc, je me demandais les différentes approches méthodologiques que tu as approchées donc, dans ta carrière, c'est lesquelles, celles que tu as préconisées, c'est lesquelles? Puis je voulais aussi t'entendre, puis tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, sur la notion de récit. Donc, savoir comment le récit s'est inscrit dans les approches méthodologiques que tu as mises en œuvre dans tes projets. Quand j'ai posé la réflexion sur les approches méthodologiques, je pourrais dire que la première qui m'est apparue ou que j'ai expérimentée, c'est dans ma thèse de doctorat. Donc, il faut penser que c'était mi-80. J'étais dans une université en éducation, mais j'avais la chance d'être dirigée par un professeur de théâtre de l'UQAM, parce que pour toutes sortes de raisons, il n'y a pas beaucoup de profs qui étaient disponibles et tout ça. Donc, ça a été des années d'un accompagnement vraiment extraordinaire. C'est André Maréchal qui était professeur à ce moment-là à l'UQAM. Alors, ce que j'ai fait dans ma thèse de doctorat, j'ai emprunté une approche descriptive analytique qui se rapproche un peu d'une approche heuristique préconisée par Moustaka. Et puis, donc, il y avait quelque chose je racontais, là, j'essayais de faire le tour du jardin et dans ma thèse de doctorat, j'ai parlé aussi de mes origines, de l'origine des arts visuels. Donc, je n'ai pas caché ça pour mieux me comprendre aussi. À la fin, pendant mes études doctorales, j'ai suivi 2 séminaires avec une professeure qui était valérienne. C'était une professeure qui avait fait sa thèse de doctorat sur Paul Valéry. Et puis, on a travaillé sur le processus de création avec elle. On produisait un texte ou déjà, j'avais produit quelque chose en art visuel et j'en traçais le parcours. Et ça a été hyper important. Étrangement, je n'avais pas vu le mot pendant ce séminaire-là de poétique de Valéry. En tout cas, si je l'ai vu, il ne m'a pas frappé. Il ne la frappait pas non plus. C'est par la suite, quand j'étais prof, que ça m'a vraiment, en lisant les textes de Passeron, que j'ai vu que la poétique était, l'attention à l'art qui se fait, donc c'est la science du faire, était vraiment une approche privilégiée pour les étudiants en art que j'accompagnais, parce que j'en ai accompagné, je ne sais pas, plusieurs dizaines, 50 ou 60 au 2e cycle en création. Puis à ce moment-là, ça se prêtait bien. Ils pouvaient réfléchir sur leurs œuvres et puis ils pouvaient y porter attention au processus, à la démarche, à leur méthode. Ça se prêtait bien. Mais je n'avais pas encore découvert l'ethnographie. L'ethnographie que j'ai découverte
comme je te le disais, Okay. quand j'ai fait le projet. Et ça, vraiment, ça a été extraordinaire, formidable, parce que ça m'a aussi fait réaliser que l'ethnographe, c'est aussi celui qui accompagne les étudiants. 2005, le début du projet, je pense que c'est presque l'année où j'ai accompagné, mais j'en suis pas certaine, mais c'est autour des années où j'ai accompagné ma première étudiante en art, en création. Et puis, cette connaissance de l'ethnographie m'a fait beaucoup observer la situation, être attentive et tout ça à ce qui se passait, puis curieuse de voir qu'est-ce que le travail pouvait avoir comme effet sur moi, son travail pouvait avoir effet sur moi. Par la suite, probablement que je manquais de terrain. J'avais pas de classe parce que la classe, c'était vraiment le lieu de mes réflexions. J'ai travaillé sur l'auto-ethnographie. C'est-à-dire, j'ai pris ma propre expérience de formatrice en art dramatique pour en faire un objet d'étude. C'est-à-dire, qui on est quand on fait ça et comment on est traversé par une telle expérience en classe. Puis, c'est ça. Donc, puis, ce qui est intéressant quand je fais un retour sur ces approches-là, descriptives, analytiques, poétiques, heuristiques, ethno, elles comportent toutes des récits. Elles sont faites de récits. Elles exigent qu'on raconte quelque chose à partir de celles-ci. C'est leur... il y a toujours un caractère narratif dans chacune d'elles. Et ça, je trouve ça vraiment... Encore là, c'est le fil conducteur, le fil qui les fait se suivre. Puis, pour l'auto-ethnographie, c'est certain que c'est devenu... J'ai connu d'autres gens qui y travaillaient. Une de mes collègues australiennes, Kate Donolan, avait fait une thèse de doctorat bien après moi sur l'auto-ethnographie et l'ethnographie pour l'enseignant d'art dramatique. Puis elle disait qu'un prof d'art dramatique, c'est vraiment un ethnographe et un auto-ethnographe. Puis ça, je trouvais ça formidable parce que c'est quelqu'un qui réfléchit sur son expérience, c'est quelqu'un qui creuse et qui, de cette expérience-là, tente d'en dégager des connaissances de façon plus large. Donc, c'est être auto-ethnographe, ça se rapproche de faire de l'art. Ça se rapproche, il y a comme être traversé, être aux prises avec un objet d'étude qui est soi finalement. Puis faire de l'art, c'est aussi, c'est soi, tel que moi je le faisais en performance et tout ça. Donc, il y a eu une très grande réconciliation, un nouvel émoi quand j'ai découvert ces approches méthodologiques-là qui mettaient de l'avant ce qu'était être en classe, faire de l'art ou faire de l'art, faire de l'art. C'est ça. Très bien dit. Donc, je trouve ça intéressant parce que dans le fond, l'auto-ethnographie, c'est de revenir pour comme tu dis, pour une enseignante en art dramatique, ou un enseignant dans le domaine des arts, quelqu'un, un artiste dans le domaine des arts, c'est de revenir au premier terrain. C'est comme... Oui. C'est là... C'est de revenir à soi. Et ça devient intéressant. Tu sais, on ne sait pas quand, à quel moment dans nos vies, il y a comme de la cohérence, il y a comme du sens qui se fait. C'est peut-être après coup, tu sais, on fait des choix qui sont intuitifs, puis tout à coup, on se dit, ah tiens, ça marche, c'est pas par hasard que j'ai choisi ça. Fait que ça, c'est fou de découvrir que la méthodologie ajoute tant de sens, mais j'ose dire à partir de ça, de ce point-là, qui est vraiment essentiel quand on accompagne des chercheurs émergents au 2e ou 3e cycle, de s'assurer qu'il y a un ancrage méthodologique qui va ajouter du sens à leur recherche et à leur vie de chercheurs. C'est vraiment important. Oui, vraiment. Ça se délie, ça se dénoue, ça s'articule, ça donne des règles.
ça donne des repères pour un parcours. Ça donne du souffle. Oui, tu en sais quelque chose.